Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi tu ne sais que tu veux partager, fais-moi signe en commentaire ou montre au prochain live nous raconter l'histoire. Donc, écoute attentivement s'il vous plaît. Ma famille partenaire qui a grandi et qui a grandi chez les Bamoun parce que le grand-père travaillait là-bas. Du coup, à Fumban. Du coup, ils ont grandi là-bas, ils ont appris la culture et tout. Et après, ils nous ont accouchés, ils nous ont enseigné la langue et tout. Mais on ne parle pas tous. Du coup, j'ai la grande sœur de mon papa qui s'était mariée avec monsieur de là-bas et il est décédé. Ils ont fait des enfants avant qu'ils ne partent et ils ont eu 3 ou 4 enfants. Maintenant, quand il décède, son grand frère décide de reprendre la richesse du mari de sa sœur. Il s'accapare des biens et tout et tout. Quand il prend les biens de sa sœur reste veuve parce que elle travaillait encore à la mairie et tout. 2 mois après, sa sœur demande à son grand frère que mais depuis que mon mari est mort, tu as dit que tu prenais les choses, après tu devais me remettre. Comment je fais pour envoyer les enfants à l'école et tout et tout. Son grand frère lui fait comprendre que ne t'inquiète pas, je suis ton grand frère, donc c'est à moi de garder les choses de ton mari et tout et tout. Finalement, son grand frère vend les voitures, les biens du monsieur sans informer sa petite sœur. Quelques années plus tard, les enfants ont déjà bien grandi, ils ont même déjà eu des petits-enfants. Ils ont déjà eu les enfants, donc elle est déjà grand-mère. Elle rencontre un monsieur avec qui elle a fréquenté à Fumban. Ils se retrouvent. Elle décide de... Les deux étaient amoureux apparemment au lycée là-bas, à Fumban. Les deux décident de se remettre ensemble vu que le monsieur était veuf, elle était veuve. Donc du coup, ils ont dit, bon, ok, pourquoi ne pas se consoler entre-temps. Les deux commencent à se côtoyer de nouveau. Les deux commencent à se côtoyer de nouveau. 1 an plus tard, les deux décident de se marier. Entre-temps, le monsieur n'explique pas à ma tante, la grande sœur de mon papa, réellement ses sentiments envers elle. Le monsieur n'explique pas non plus sa vie, sa véritable vie à ma tante. Donc, le monsieur lui montre tout ce qui est bien, bling bling. Le gars a une maison propre, 2 niveaux, il a déménagé, il a tout. Donc, c'était pas le genre que ma tante devait entrer pour souffrir. Il y avait tout. Donc, on ne devait même rien acheter. Le jour du mariage, il organise le mariage dans son duplex. La famille s'en va et tout. Bon, entre-temps, il y a les autres frères qui ont décidé de ne pas assister à ce mariage parce qu'il y avait des petits problèmes en bas. D'autres qui n'acceptaient pas le monsieur, d'autres qui acceptaient. Donc, c'était un peu des petites confusions entre familles. Du coup, le mariage s'est bien passé. Nous tous, on a vu le duplex et tout et tout. Quand le mariage est fini, jusqu'à là, nous, on ne sait pas ce que notre tante vit là-bas. Elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle va aller vivre dans cette maison-là parce que elle vivait encore chez elle, mais elle allait de temps en temps chez le monsieur, comme quand on dit copain, copine là. Donc maintenant, comme elle s'est mariée, elle devait s'installer là-bas. Après le mariage, c'est là où commence maintenant le véritable amour. Ma tante travaillait à la mairie. Le monsieur, je ne sais pas ce qu'il fait. Ma tante découvre que, 1 semaine après le mariage, bien sûr, quand ils reviennent de Limbe, ma tante découvre que le monsieur a été marié 4 fois et que toutes ses autres femmes sont décédées. Toutes les femmes qu'il a épousées sont mortes. Donc, elle est la 5e femme qu'il épouse. Okay. Du coup, ma tante continue quand même à rester dedans. Elle appelle sa fille aînée qui est ma grande cousine. Elle se confie à sa fille. Elle est dans la maison, elle ne s'y plaît plus parce qu'apparemment il y a des choses qui se passent dans la maison qui lui mettaient mal à l'aise. Alors elle décide de repartir en location vu qu'elle a laissé sa maison à ses enfants pour aller vivre chez son mari. Maintenant, elle est obligée d'aller louer un appartement pour vivre et laisser son mari dans son duplex. Mais ça, la famille n'est pas au courant. Du coup, quelques mois plus tard, même pas 1 an après le mariage, elle est tombée gravement malade. On a commencé à dire qu'elle a le cancer,
Donc, la maladie a duré quelques mois et tout. Après, finalement, elle est morte. Ce que je raconte là, c'est ce qu'elle a écrit sur le papier avant de mourir. Donc, elle a fini d'écrire, de détailler bien sur le papier avant de mourir. Donc, je souligne déjà ça. Elle n'a pas raconté, elle a écrit sur papier. Du coup, quand elle décède, elle laisse le papier, on lit le document au milieu de tout le monde. Le monsieur, après le mariage, a proposé à ma tante d'ancrer dans la réunion dont il faisait partie. Et c'était lui le, comment on appelle ça, président de la réunion. On lui a demandé que s'il faut que sa femme entre dans la réunion, ma tante a refusé d'entrer dans la réunion. Il a tout fait pour que ma tante entre, perturber le travail de ma tante pour qu'elle ait des problèmes là-bas, pour que ça pousse ma tante à entrer dans la réunion. Ma tante n'est pas entrée. Il a demandé à ma tante que si ma tante n'entre pas, que ma tante donne au moins quelqu'un, un truc comme ça. Ma tante a refusé, catégoriquement refusé. Il a donc dit à ma tante que, ok, comme tu refuses tout ce que je te propose, on va voir. Et c'est comme ça que ma tante est donc tombée malade, puis elle est décédée. Quand elle décède, quand elle est malade, le monsieur s'occupe d'elle, il fait tout. Il se montre vraiment gentil, intentionné, tous les frais, il prend sur son dos, prend tout sur lui. Quand ma tante décède, avant de mourir, appelle sa grande soeur, dit à sa grande soeur que, comme je suis en train de partir là, je ne veux pas que vous laissez mon corps aller chez le monsieur. Sa grande soeur dit que, mais c'est ton mari, non, on est venu au mariage, nous tous on a mangé, on a bu. Comment tu peux me dire des choses comme ça? Tu ne vas pas mourir, tu vas te lever et tout et tout. Vous connaissez un peu la famille, surtout les soeurs là. Du coup, elle dit à sa soeur que c'est comme je t'ai dit là. Ne laissez pas mon corps aller là-bas. Donnez mon corps à mon défunt mari. Donnez pas mon corps à mon nouveau mari là. Quand elle décède après une semaine, elle décède. Quand elle décède après ça, la famille vient, on amène le corps à la morgue. Le jour de la levée, quand on amène le corps à la morgue, le mari n'est pas là. Quand elle décède même, on appelle le mari que votre femme est décédée, il n'est pas venu. Maintenant qu'on est en train de préparer que dans quel mois qu'on va mettre ma tante et tout, le monsieur ne vient toujours pas. Il ne met pas ses pieds, il n'est pas là. Donc, c'était comme ça, le concernait même pas. Maintenant, les mois sont passés. Le jour qu'on partait retirer le corps à la morgue pour venir faire la veillée et tout. Le monsieur est allé à la morgue très tôt le matin avant notre famille. Il s'est présenté qu'il veut le corps de sa femme. Et vu qu'il y avait des conseils qu'on avait laissés aussi à la morgue là-bas, le morgue a refusé de donner le corps. Le monsieur a appelé la police, dit à la police que c'est lui le mari de ma tante et qu'il veut le corps de sa femme. C'est comme ça que les morgues appellent la famille, donc notre oncle qui était allé laisser le corps, qui avait laissé son numéro de téléphone. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas à la morgue. C'est comme ça que la police est venue, ma famille est aussi partie et on a commencé à discuter le corps de ma tante. Le monsieur a dit que jamais le corps là va partir chez nous. Le corps là n'est pas ni chez nous, ni chez son défunt mari. Il doit prendre le corps là. Ça a eu des problèmes, il y a eu des bagarres. Le monsieur est rentré chez lui. Finalement, nous, on a pris le corps. On a amené le corps pour faire la veillée et tout. Au cours de la veillée, tout se passait encore très calmement. Vous voyez, quand on va aller enterrer quelqu'un, vu qu'ils ont eu des problèmes, du coup, le corps n'est pas allé chez lui, ni chez le défunt mari. On a choisi un cimetière à Yaoundé. C'est là-bas qu'on est allé enterrer ma tante. Maintenant, quand on choisit le cimetière, on va creuser la tombe et tout, et qu'on va enterrer. Vu que le monsieur n'a pas pu récupérer le corps à la morgue, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a confié la mission à sa sœur. Maintenant, sa sœur est venue participer à la veillée. Sa sœur a participé au deuil. Le monsieur n'était pas là. Il n'était pas lui là. Il a laissé qu'on fait tout ce qu'on voulait faire là. Il n'est plus venu. Quand sa sœur est venue maintenant, quand on va pour enterrer ma tante, vous voyez comment les gens se mettent souvent au milieu, autour de la tombe, quand on veut descendre le cercueil. Du coup, quand les gens veulent commencer ils se mettent en place pour descendre, pour voir comment mettre les cordes pour descendre le cercueil. La sœur du monsieur jette les choses dans la tombe. Finalement, il y a quelqu'un qui voit ça. La personne dit arrêtez. On demande qu'il y a quoi. Il dit que non, arrêtez, attendez d'abord, attendez.
C'est qui la femme là? On dit que c'est sa belle-sœur. Et elle pleurait plus que tout le monde. Elle pleurait, même nous-mêmes là qui avons perdu nos tantes, on ne pleurait pas comme ça. C'est comme ça que le monsieur dit que non, cette dame a jeté les choses en bas. On appelle donc les gens là de remonter encore de tirer encore le cercueil pour qu'on remette à côté pour voir. Quand on remonte, on regarde, on voit elle a jeté les cordes rouges, 2 petits courriers blancs, colis blancs et 2 petits trucs rouges. On lui dit de descendre pour ramasser. Elle dit qu'elle ne descend pas. On envoie les hommes qui sont souvent là pour faire descendre les gens là. Le cercueil. Le monsieur est descendu, l'a ramassé. On lui a dit de prendre ça. Elle dit qu'elle ne prend pas. On l'a prise, on l'a mise d'abord quelque part. On lui a mise quelque part, pardon. Après, maintenant, on a commencé à surveiller. La police est venue, hein. On surveillait la dame là. Quand on a fini maintenant d'enterrer ma tante, la dame, on lui demande pourquoi elle a fait ça. Elle dit que c'est son frère qui a demandé qu'elle vienne faire ça. On lui demande que ton frère a demandé que tu viennes faire ça, pourquoi? Elle dit qu'elle ne sait pas. Mais son frère a demandé qu'elle vienne jeter ça là-dedans. On a demandé à la femme de parler, que si elle ne parle pas, on va l'envoyer en Kondengui. Elle a dit qu'elle ne parle pas. S'il y a des choses que la famille veut savoir, qu'on appelle son mari, le mari de ma tante. Le mari de ma tante n'est même pas venu. Du coup, on a été obligé maintenant de payer les gardiens pour surveiller la tombe de ma tante pendant des mois. Parce que le mari devait revenir dans la nuit, la même nuit qu'on a enterré ma tante là. Il doit venir la nuit pour faire des cérémonies. C'est ça qui dit qu'il devait venir la nuit pour reprendre ses colis. Donc, le mari devait venir la nuit pour faire la cérémonie sur la tombe de ma tante et amener où c'est l'esprit de ma tante dans son royaume pour que ma tante aille travailler pour lui. Une histoire comme ça. C'est comme ça, donc la famille commence à supplier que non, vous n'allez pas faire. Elle n'a rien à y voir là-dedans et tout et tout. Il faut qu'on libère la dame. La famille, le chef de notre famille dit qu'on ne peut pas libérer si elle ne parle pas. Il faut qu'elle dise tout. C'est là où la femme dit donc que son frère s'est déjà marié 4 fois, comme ma tante a dit sur la lettre. Mais ce qui est là, c'est que toutes les 4 femmes, plus vos mères, la 5e, tous sont mortes de la même maladie. Tous ont eu maladie. Donc, c'était la même chose. Ça démarrait la même chose et ça finissait comme ça. Et que jusqu'à présent, on ne sait pas ce que son frère donne à ces femmes-là. Mais, oui, c'était d'un cancer. Donc, mais que toutes ces femmes sont mortes suite d'un cancer, les cheveux quittaient et puis voilà. C'était comme ça. On dit donc pourquoi votre frère fait ça depuis, vous ne dites pas. Comme ma famille parle le Fumban, du coup, il parlait beaucoup plus en Fumban. Bon, moi, je ne suis pas restée longtemps avec mon papa pour apprendre. Il y a des petits mots que je comprenais, d'autres que je ne comprenais pas. Et puis, je me réfère juste à la lettre qu'elle avait écrite. Du coup, elle a expliqué en détail comment son mari ancrait dans la maison qu'il a construite. En bas, il y a un sous-sol. Donc, dans son sous-sol là-bas, tous les vendredis, il avait la réunion là-bas en bas. Mais pas avec les êtres humains. Il avait la réunion avec les ancêtres, les gens qui sont déjà décédés. Ils se réunissaient en bas sous la maison pour faire des réunions. Et l'argent qu'il a là, ce n'est pas un argent qu'il travaille durement. C'est l'argent qu'il récupère dans la réunion où il est. Comme c'est lui le président, il suffit que quand il donne comme ça, comme il en a déjà donné 4 là, c'est ça qui le rend riche. Donc, le fond du mariage avec ma tante, c'était que ma tante venait compléter ce que les autres ont d'abord démarré, non? Comme vous épousez 1, 2, 3, donc au fur et à mesure qu'il donne, sa richesse augmente. Et le monsieur là, il est riche comme ça, mais je vous jure qu'il mange toujours, il ne mange pas les trucs chers, hein. Il mange des arachides grillés avec le bâton. Les arachides grillés simples là, avec le bâton. Il boit toujours le kossam, ou bien il boit les petits trucs, le foleret. Vous n'allez pas le voir dans les grands hôtels, dans les grands trucs. Il est toujours dans les petits trucs. Il peut vous donner à boire, vous donner tout ce que vous voulez, mais lui-même, comment on dit ça? Il ne s'achète pas des trucs vraiment à sa juste valeur.
Même quand vous sortez là, il vous met bien, mais lui-même non. Donc aujourd'hui que je vous parle, ma tante en question, elle est décédée. Elle a laissé une lettre à ses enfants et à la famille pour nous dire de faire attention où on va aller à mariage, de faire attention aux hommes qu'on choisit. Même si c'est nos camarades d'enfance qu'on aime depuis longtemps, tant qu'on ne connaît pas le fond, on n'y va pas. Donc elle a laissé ces lettres-là pour nous conseiller et nous demander de faire attention à nos choix de conjoints. Et c'est un peu ça ma petite histoire aujourd'hui. Donc, Merci beaucoup, Sylvie d'Alsace. s'il y a une leçon à tirer dessus, c'est que le monsieur, il s'est marié 5 fois et il a tué tous les 5 femmes, mais lui-même, il est encore vivant. Donc, sa 6e femme qui va venir là, il faut qu'elle se prépare aussi à mourir comme ça. La leçon ici, là, c'est que avant de vous engager avec un homme ou avec une femme, faites l'effort de remonter. On dit souvent que le passé n'est pas important, c'est très important. Oui, le passé est important. Faut pas regarder le passé, mon passé, c'est important. Fouillez le passé. Il faut connaître exactement là où vous engagez. Il faut connaître exactement d'où la personne vient. C'est pas, oui, justement. C'est pas seulement que l'amour, non, c'est avec l'amour, c'est pour le présent. Non, plutôt le cas avec ça. Non, le passé est important et il faut savoir aussi les réunions qu'on nous demande de faire. Il faut savoir quelle réunion on entre. Parce qu'on a nos conjoints qui nous proposent d'entrer dans une réunion tous les jours ici, là, regarde, je suis dans une réunion, là, tu n'entres pas. Il faut qu'on fasse attention aussi aux réunions, les cotisations qu'on entre là. C'est très important parce qu'on peut se retrouver bloqué dans une réunion sans savoir. On va croire que c'est les 10 000 qu'on cotise là. Or que quand nos quotas arrivent, on doit cotiser la tête de souris d'Alsace. Donc, on doit faire attention. Bon, Ania, je vais chanter que oublie mon passé. C'est pour elle là-bas, tu connais, mais c'est pour elle là-bas. Avant de te mettre avec une copine, il faut fouiller. On ne parle pas de tu as combien de copines, tu as combien de gars. Voilà, justement. Il faut connaître le passé, connaître la personne, connaître d'où la personne vient. Mais c'est ça qu'il faut savoir. Justement, surtout que le monsieur s'est marié 4 fois. Surtout qu'il s'est marié 4 fois et toutes les 4 femmes sont mortes. Et il allait tout le temps au cimetière faire les rituels où on les enterrait. Chance que ceux-là, on les a enterrés chez lui-même. Mais ma tante, on l'a enterré au cimetière. Il n'a pas pu aller récupérer son esprit parce qu'on a surveillé pendant des mois. Même jusqu'à aujourd'hui, quand on vous parle là, on va toujours surveiller pour voir s'il n'a pas déterré. Parce qu'on ne sait jamais. Concerne toujours ma famille. Concerne ma maman qui était malade. Elle est décédée aussi en 2015. Et elle avait une amie qui est venue la voir un jour et qui lui a dit, chez nous on appelle Navi en fait, petite maman. Donc il lui a dit, Navi, je vois que tu es en train de souffrir et tu es en train de souffrir dans ta chair, tu es malade et puis je peux te donner quelque chose en fait, je peux faire quelque chose pour toi. Et en plus, ce truc-là, ça va t'apporter de la santé et ça va t'apporter aussi beaucoup d'argent. Donc, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Elle lui a donné une sorte de petite noix, en fait, qui ressemble à une sorte d'œuf, un petit truc comme un œuf, en fait. Et elle lui a tendu, elle lui a dit, ce soir, tu avales ce truc-là. Très tard, le soir, tu avales. Et je vais te guider, en fait. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle a dit, mais t'es pas obligé de savoir. Elle lui a juste dit, tu avales ça et on se retrouvera. Donc, elle est partie. Et ma maman, elle a pris la petite noix, elle a attaché sur le bout du tissu, comme elles font parfois les mamans au pays. Et elle s'est endormie, elle n'a fait aucune action, en fait. Le lendemain, elle dit, mais au petit matin, vers 5-6 heures du matin, elle a dit, mais elle ne sait même pas comment sa copine a débarqué dans notre maison et a débarqué dans sa chambre. Elle a dit, mais je l'ai retrouvée en fait en face de moi, comme ça, sans savoir, mais comment elle a fait? Je ne l'ai pas vue arriver en fait. Elle a dit, je ne l'ai même pas vue arriver. Elle était en colère. Et elle lui a dit, mais Navi, tu m'as déçu, tu m'as fait honte, tu n'es pas venu. Et elle a dit, mais je devais venir quelque part. Elle a dit, mais tu n'es pas venu, je ne t'ai pas vu, tu n'es pas venu à la réunion, ce n'est pas normal, tu m'as fichu la honte, ce n'est pas normal, je t'attendais, on t'a attendu.
Elle a fait comment ça, on? Elle a fait, mais tu devais venir à une réunion. En fait, tu n'es jamais venu. Ce n'est pas normal ce que tu as fait. En fait, mais elle a dit, mais la façon dont elle a débarqué, c'est que à un moment donné, elle a retrouvé sa copine devant elle, en fait. Elle a dit, mais c'est quelque chose qui lui a fait peur. C'était vraiment impressionnant d'un seul coup. C'est comme si vous ouvrez les yeux et vous avez quelqu'un en face de vous. Elle a dit, mais je n'étais pas en train de dormir, c'était au petit matin. Elle est très matinale en plus. Donc cette dame a débarqué comme ça dans la maison, dans la chambre, et très en colère pour lui dire, mais ce n'est pas bien ce que tu as fait. En fait, ce genre de choses, c'est que ce sont des réunions et il faut participer à ce type de réunions. On vient vous chercher, c'est votre esprit qui part. En fait, les esprits de la nuit. Vous faites des réunions et puis ben là, on décide. Si elle s'était embarquée dans ce truc-là, on ne sait pas ce qui allait arriver. En fait, ce sont des choses dans lesquelles vous partez et puis vous donnez quelqu'un de très cher à vous et puis vous partagez et puis chacune son tour en fait. Donc ma maman, elle n'a jamais été. Elle a dit la petite noix qu'elle a attachée au bout du tissu, elle ne l'a jamais retrouvée. Et sa copine, la façon dont elle est rentrée dans sa chambre, c'est de cette façon-là qu'elle est repartie. En fait, elle a dit, mais je l'ai vue débarquer en colère, elle est venue me crier dessus, et puis je l'ai revue mais partir d'un seul coup, en fait. Et ça, cette histoire-là, comme je t'ai dit, j'ai appelé mon père ce soir pour qu'il puisse me reconfirmer cette histoire-là qui est arrivée à ma maman. C'est fou. Et comme je vous le dis, il y a des choses qui existent au Bénin. Il y a des choses qui existent. Vraiment, vraiment, vraiment. Faites attention à vous. Une histoire qui est arrivée à l'un de mes cousins. En fait, aujourd'hui, mon père, il a dit qu'il a 42 ans. Et il s'est sauvé, en fait, il est parti au Nigeria. Il y a une dame qui habite en face de la maison de mon père. J'espère que personne ne m'écoute et qui va se reconnaître. Il y a une vieille dame qui habite en face de la maison de mon père. Et il y a un grand arbre, en fait, devant cette maison-là. Et elle fait un rituel le soir, en fait, très tard le soir. Et moi, mes frères et mes cousins, ils sortent. Cette année-là, je pense que si je me rappelle bien, j'ai été en vacances cette année-là. Ça devait être en 2011, en fait. Et eux, ils suivaient le rituel de la dame chaque nuit, en fait, au petit matin. Et elle sort de la maison toute nue, elle vient sous l'arbre, en fait, et elle danse. Elle danse et en déposant une calebasse dans l'arbre. Et puis après, eux, ils ont dit, en fait, que quand elle danse, elle dépose la calebasse, elle disparaît, en fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'attendre jusqu'à ce qu'elle revienne, en fait. Et chaque soir, ils ont suivi le rituel. Malheureusement, pour l'un de mes cousins, cette nuit-là, il a voulu être un peu plus curieux que les autres. Donc, il est sorti tout seul. Et pile au moment où il est sorti, c'était vers les coups de 3 à 4 heures du matin. Et c'est à ce moment-là que la dame revenait, en fait. Et toujours toute nue. Et le problème, c'est que elle a senti, en fait, la présence de mon cousin qui le regardait. Et elle est sortie, en fait, elle est sortie de l'ombre. Et elle lui a dit, je t'ai vu, tu m'as vu et je t'ai vu. Et le lendemain, mon cousin, il avait tellement eu peur, en fait, qu'il habite au Nigeria, en fait. Il était venu aussi en vacances parce que, bon, généralement, quand nous, on descend, il y a les cousins aussi qui descendent également. Et il s'est sauvé, en fait. Et là, j'ai demandé de ces nouvelles et j'ai dit, mais qu'est-ce qui devient, mon cousin? Est-ce que tu le vois toujours? Il m'a dit, mais je l'ai vu il y a 3 mois et à 42 ans, en fait, il est en pleine dépression depuis qu'il a vu cette dame-là. Et aujourd'hui, à 42 ans, il a dit, mais c'est comme s'il était même plus vieux que moi aujourd'hui. Donc, c'est ça ce que mon cousin il est devenu depuis cette rencontre-là, en fait, avec la dame. Parce que l'histoire que je vous ai racontée hier, je vous ai dit, quand on les démasque, soit vous sombrez dans la folie, soit vous mourrez, en fait. Et là, mon cousin, aujourd'hui, il est comme fou. Et en plus, il a vieilli, mais d'un coup.
il a vraiment vieilli d'un seul coup. Et mon père m'a dit, mais si tu le vois aujourd'hui, tu vas même pas le reconnaître. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a 42 ans, en fait. Donc, depuis qu'il a vu cette dame-là, il est pas bien, en fait. Il est pas. En fait, c'est dans le village de son mari que ça s'est passé. Une de ses belles-sœurs. Dans le village, il y a, vous voyez les villages des gens du centre, là. Je ne vais pas trop donner les noms et tout. Donc, il y a souvent les maisons qui sont éloignées dans les bosquets, un peu éloignées là. Il y a dans la maison d'une maman là qui, entre-temps, on dit que c'est soit la daronne de la sorcellerie ou je ne sais pas trop quoi. Donc, en partant en vacances là-bas, ma tante était encore toute petite. On leur avait dit qu'il ne faut pas qu'ils s'approchent de la maison là, que si la dame leur donne les trucs, il ne faut pas qu'elles prennent quelque chose comme ça. Il ne faut pas qu'elles s'arrêtent même là-bas. Donc, vous sortez. Donc, en passant par là, il fallait traverser. En partant au champ, il fallait traverser forcément la maison de la grand-mère là. Et vous connaissez quand les enfants partent en vacances, ils sont toujours un peu turbulents. Il y avait donc un des neveux qui aimait toujours ne pas écouter ce qu'on lui dit. Arrivé, donc c'est, disons, après une semaine des vacances, il marchait, le plus petit en fait, il marchait vers là-bas. Il s'est arrêté. La maman, la grand-mère en question, qu'on disait qu'il ne faut pas lui adresser la parole ni rien. Il s'est arrêté vers chez elle parce qu'elle avait besoin d'aide, un truc comme ça. Elle lui a dit que, ok, accompagne-moi à la maison, à laisser le bois et tout. Il arrive donc là-bas, elle lui donne les arachides et lui mange, genre, tu as aidé une maman, elle te donne quelque chose pour te récompenser. Lui mange dans l'inconscience de l'enfant. C'est là que sa grand-mère lui dit que mais je t'ai interdit de partir chez la maman là, je t'ai interdit de partir là-bas, pourquoi tout le monde et toi? C'est là qu'il dit que lui il a juste aidé, il a vu une maman qui avait besoin d'aide en voulant aider et tout. Il dit que le premier jour tout s'est bien passé, le lendemain il commence à entendre genre comme les grincements sur le mur. Donc comme les enfants sont souvent au village là, il y a certains à la cuisine et d'autres sont au salon, lui, il entend le mur gratter. Il regarde, il ne voit rien en fait. Il essaye de demander aux autres que le bruit qu'il fait là, vous n'entendez pas ça. Se met à se moquer de lui, que genre, il veut faire peur et tout. Il est resté tranquille, il s'est dit que sûrement c'est un truc qu'il a dû entendre comme ça. Bien plus tard, dans la soirée, il dit qu'étant couché face au plafond, donc le petit sommeil, il y a souvent un petit sommeil là quand ça te prend, tu as l'impression que tu as dormi longtemps et subitement un truc là a réveillé. En ouvrant les yeux, il voit un visage au plafond, un visage genre qui le fixait et le visage était en train donc genre un sourire figé. Il regarde la chose qui le regarde et ça donne genre comme quelque chose te fixe, ça ne cligne pas des yeux avec un grand sourire aux lèvres. C'est là qu'il demande à la grand-mère que mais vous ne voyez pas le truc qui me... Parce qu'il est resté bloqué, genre comme s'il était pétrifié en regardant sans bouger. Donc il voulait crier, mais il n'arrivait pas à crier. Lui-même, il ne comprenait pas pourquoi il ne criait pas. Il demande que grand-mère, viens voir. C'est là que sa grand-mère vient que il y a quoi? Elle ne voit rien. Elle dit que il y a rien. Il lui explique qu'il y avait quelque chose. Elle dit que vous connaissez les grands-mères, va te coucher et tout, tu déranges et tout ça. Il se couche. Le lendemain, la même chose. Mais là, c'était plutôt du genre quand il dormait, il a senti une main froide l'attraper au pied et genre comme une main qui l'attrape au pied mais un peu froide. C'est à ce moment-là donc qu'il explique à sa grand-mère que mais depuis que j'ai aidé la maman là, je vois des trucs bizarres qui m'arrivent. Et tout. Et quand moi je vous parle, elle vous dit toujours que je dérange. Elle lui dit que bon, on va aller voir un monsieur du village là, on va essayer de lui expliquer. C'est là que le monsieur lui explique qu'apparemment la maman l'a voulu l'initier dans la sorcellerie du village. C'est pour ça qu'il voit ces trucs là seul et ça lui apparaît comme ça qu'il faut qu'on y parte chez la maman, essayer de la confronter et tout. Le soir même qu'on devait la confronter, il y avait le hibou qui est venu dans la maison. Donc là, c'était même plus l'enfant seul qui voyait.
c'est le hibou qui est venu se placer. Et le hibou, donc, genre, la façon que le hibou criait, ça donnait l'impression que quelqu'un est en train de parler. Moi, je sais pas, la façon que vous voyez le hibou hurle. Mais c'était comme si c'était en train de... C'était comme s'il communiquait, comme s'il menaçait. C'est là que la maman se lève. Donc, chez nous, en fait, on prend souvent le feu, on met sous l'arbre. Elle prend, donc, elle allume le feu, commence à parler en priant, en invoquant le nom de Jésus. Que tout ce que tu veux faire là, ça ne va pas marcher, et tout, et tout, et tout. C'est là que l'enfant tombe à l'intérieur, il commence à convulser, genre comme s'il était en train d'entrer en transe. Ils ont donc pris, je ne sais pas comment on appelle ça en français, chez nous on appelle ça le son, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ils ont pris ça, ils ont mis dans ses narines et tout. Il est revenu à lui. Donc pour la suite, on l'a amené chez le prêtre, ils ont fait les prières et tout et tout. Donc c'est un peu l'histoire à l'avance. Vas-y. Ok. C'est mon histoire à moi, l'histoire de ma famille. Voilà, je viens d'une famille mixte de Sénégalo-Burkinabé. Et j'ai vécu vraiment des trucs jusqu'à maintenant. Ça a un peu gâché ma vie en fait, quoi. Donc, j'ai l'occasion de parler de ça aujourd'hui. Donc, je parle. Et ça me fera plaisir au moins de parler et puis partager cela avec d'autres personnes. Avec les femmes de mon père, puisque mon père, il a eu jusqu'à 5 femmes. Ma mère était la 5e. Et les 2 autres premières, c'était des Sénégalaises, comme mon père, et ma mère, elle est burkinabé. Et ça a commencé petit à petit jusqu'à ce que mon père meure. Donc, je vais vous expliquer juste comment ils se sont arrangés. Les 2 premières femmes se sont arrangées à tuer mon père. C'est que c'est moi qui tombais plus malade, puisque je suis la 21e enfant de mon père. Donc, je suis seule carrément du côté de ma mère. Et à chaque fois, moi, je tombais le plus malade dans la famille. Franchement, c'est moi qui tombais malade. Je pouvais passer 2 semaines, 1 mois. J'avais, je crois, entre 10, 11 ans, hein, mais j'étais tout le temps malade. Tout le temps. On ne pensait même pas que j'allais atteindre l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, à tout moment, c'était toujours des histoires jusqu'à ce que moi, je puisse m'en sortir par la prière, puisque ma mère, elle est chrétienne, par la prière, et j'ai pu m'en remettre. Mais à la fin, c'est mon père qu'ils ont eu. Comment c'est fait pour avoir mon père? C'est que ils sont venus lui donner un mouton à quelques jours de la fête de fin d'année. L'une de ses filles. Et donc, ils ont transformé le mouton au papa. Au fait, c'est dans la prière qu'on a su plus tard, après le décès du papa, qu'ils avaient transformé le mouton avec l'âme de mon père. Donc, le mouton est resté à la maison plusieurs jours, puisque lui, il était musulman, mais après, il s'est converti par rapport à ma mère, puisque ma mère a fait de telle sorte qu'il se convertisse. Ça ne vous dérange pas trop, le bruit? Non, c'est bon. Ok, merci. Donc, le mouton est resté à la maison, puisque le mouton était donné suite à une fête de Tabaski qui devait avoir lieu. Donc, le mouton était attaché à la maison. À tout moment, on nourrissait le mouton comme d'habitude. Et le jour J, c'est le chef de la famille qui doit égorger le mouton. On égorge le mouton et depuis lors, le vieux n'a même pas pu manger le mouton. Moi, je me rappelle très bien parce que quand tu es enfant, je pense bien avec tous les enfants, hein, il y a plein de trucs qui te marquent jusqu'à ta mort, quoi. Et moi, j'étais toute gamine, mais je me rappelle vraiment de tout. Personne ne m'a expliqué, hein, mais je sais que le vieux n'a pas pu manger le mouton. Il n'a pas mangé et après ça, il est tombé malade. Il était tout le temps malade. Et c'est moi qui maintenant qui étais guéri. Moi, je ne tombais plus malade. Mais c'est le vieux maintenant qui tombait malade. Il tombait malade jusqu'à ce qu'il meure. Et quand il devait mourir, sa gorge s'est tranchée. Il avait les traces de couteau comme si quelqu'un l'avait fait passer un couteau sur le cou, quoi. Donc, de la manière le mouton est mort, c'est comme ça le vieux, en réalité, le vieux, il a eu les traces sur le cou le jour de sa mort. Il est mort et les traces se sont apparues plus tard. Avant son enterrement, il y a eu les traces sur son cou. Et ils ont gardé le vieux à la morgue 1 semaine
puisqu'il était maintenant chrétien, donc ce sont les chrétiens qui devaient venir faire le funérail, prier sur le corps avant l'enterrement. Et je vous jure que j'ai toujours cette photo-là avec moi. Je l'ai toujours, partout où je passe, j'ai toujours la photo de mon père après une semaine de formol à l'hôpital. On vient, on pose le corps sur le lit, on fait le lit comme d'habitude, comme on pose les corps et avec une veillée là. Et toute la famille était réunie autour du corps pour la veillée. Et comme on le dit, moi j'aime beaucoup les animaux et moi j'ai toujours eu les chats depuis que je suis petite jusqu'à maintenant. Donc j'avais mon chat à la maison et quand il y a quelqu'un qui doit mourir, comme on le dit, hein, moi j'ai jamais fait la remarque, il paraît que quand quelqu'un doit mourir, quand il y a un chat dans la maison, il disparaît. Mais le chat n'a pas disparu. Le chat est resté jusqu'à ce que le corps arrive à la maison. Et le corps est resté. La même journée que le corps est resté, le chat est sorti. Je vous parle et puis moi-même j'ai la chair de poule. Hein. Le chat est sorti des kitas qu'ils avaient pris pour emballer le corps. Là. Le chat est sorti parce que je suis en Côte d'Ivoire. Et donc c'est fait côté ivoirienne, c'est avec les kitas, tout et tout qu'ils ont mis sur le corps. Donc le chat est sorti des vêtements qu'ils ont pris pour habiller le corps, au fait. Le chat est sorti de là. Mais personne n'a prêté attention. Mais moi, j'ai vu, j'étais gamine, j'étais toute petite, mais j'étais innocente. C'est au fur du temps que j'ai commencé à réaliser que c'était vraiment quelque chose de mystique. Le chat est sorti de là. Et plus tard, l'œil de mon père, les deux yeux étaient fermés. J'ai toujours la photo avec moi. L'œil de mon père, l'œil gauche de mon père, il a ouvert son œil après une semaine de formol à l'hôpital. J'ai toujours la photo avec moi. Parce que ils ont pris des photos avec le corps, tout et tout pour garder. Moi, j'ai toujours une photo de la bouche de mon père qui s'est ouvert et l'œil gauche s'est ouvert. J'ai toujours la photo avec moi. Et là, et ensuite, ils ont fait des prières. Je suis évangélique, donc tous les pasteurs et autres sont venus, ils ont prié sur le corps. Ils ont imploré son pardon, d'aller en paix, tout et tout. Ils ont enterré le monsieur. La première femme qui était sorcière avec sa seconde, elle est morte il y a 8 ans de cela. Et quand elle devait mourir, elle n'arrivait plus à marcher. Ses enfants sont bien placés. En tout cas, je ne sais pas, sa sorcellerie, elle a rendu ses enfants riches ou c'est Dieu qui les a rendus riches. Mais en tout cas, ses enfants sont très bien placés. Donc, ils prenaient tout le temps des personnes, des filles de ménage pour s'occuper de leur maman, tout et tout. Mais les filles ne pouvaient même pas faire 3 jours et elles repartaient parce que la femme, elle déféquait sur elle. Elle n'arrivait plus à marcher, elle déféquait sur elle. Donc quand on prend une fille de ménage, elle ne reste pas. On les payait cher, mais elle ne restait pas. Donc je me dis que c'est le karma qui les a tapés. Et maintenant la dernière, mon père il est mort, je pense que ça fait maintenant 29 ans que mon père il est mort. Mais je vous parle que la dernière épouse, elle est décédée il y a à peine 2 mois. Elle est devenue folle avant de mourir. Voilà. Donc, c'est mon histoire personnelle que j'ai voulu vous rencontrer. En tout cas, les 3 sont partis. Le vieux, il est mort, mais les 2 autres qui ont saccagé la famille, elles sont parties aussi. Donc, je pense que maintenant, il aura la paix dans la famille. Hein. D'accord. Donc, du coup, comme vous pensez toujours que les Blancs ne pratiquent pas la sorcellerie, là, que leur sorcellerie c'est seulement pour faire les technologies, oh ceci, cela. Tenez-vous bien parce que c'est faux. Une femme à Springfield est allée dans un salon de coiffure pour se coiffer parce que là-bas on a des standings, les salons de grandes marques quoi. Elle a commencé à faire sa coiffure, les gars étaient sur sa tête en train de s'occuper d'elle.
elle demande à l'un d'eux que voilà, est-ce que tu veux bien m'aider à retirer ma bague sur ma main? C'était une blanche, je rappelle. Est-ce que tu veux bien retirer ma bague sur ma main pour que je puisse me sentir à l'aise? Mais le gars s'étonne, il dit, mais pourquoi? Pourquoi je dois retirer ta bague? Fais-le toi-même. Mais il dit, mais madame, vous êtes ici dans un salon de coiffure, vous n'êtes pas ici dans une prestation de service des bagues. Elle se fâche, on appelle le responsable du salon, il donne l'ordre de retirer la bague. La femme retire la bague, elle dépose. En partant chez elle, elle oublie la bague. Par derrière, le gars qui a retiré la bague s'étonne, il dit, mais madame, votre bague est ici. Elle dit, où est ton problème? Laisse ça d'où j'ai déposé. Ça ne te regarde à rien. Je vais venir chercher ma bague tout à l'heure. Je prends quelque chose là dehors. Elle est sortie, elle a disparu. Le lendemain matin, le gars revient dans le salon de coiffure, le corps tout enflé. Le gars avait les ulcères sur tout le corps. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit? Il dit, durant la nuit, la dame qui était dans le salon a apparu chez lui en disant ceci: comme tu as retiré ma bague, désormais tu vas obéir à ce que je te dis. Le gars, en disant non, il a vu que ça devait être les problèmes avec la femme, puisqu'elle a apparu juste chez lui. Il dit, en plus, elle m'a proposé de l'argent, que si je prends cet argent, je vais pouvoir avoir une vie de luxe. Je vais pouvoir ouvrir mon salon de coiffure. Je vais pouvoir partir d'où je veux, voyager. Avec elle, elle sera mon mentor et consort. Et on demande donc, quelle est la raison donc des ulcères sur ton corps? Il dit qu'il ne sait pas, qu'à un moment donné, elle a frappé par la main et son corps a commencé à enfler. Du coup, il ne sait pas. Le gars était complètement défiguré. Donc c'est pour vous dire ici que quand vous partez quelque part, faites ce que vous êtes venu faire. Si vous êtes là pour coiffer les gens, coiffez les gens. Si vous êtes là pour donner la queue à quelqu'un, donnez la queue. Faites ce qui vous concerne. Oui. C'est un truc qui m'a beaucoup touché. Bon, je ne sais pas si vous connaissez l'ouest de Cameroun, Tchang, plus précisément à Tchang. Ouais, une fois à Tchang, je me rappelle, je travaillais avec la moto dans les heures parce que j'avais une habitude de travailler rien que dans la nuit. Un jour, il faut parler un peu vite. Tu parles, tu t'arrêtes là, c'est pour comment? Tu vas nous faire encore, on va rester là jusqu'à 14, jusqu'à 5 heures du matin. Il faut parler un peu vite, s'il te plaît. Ouais, je disais tantôt que un samedi soir, j'ai pris la moto, j'étais en train de travailler. Comme d'habitude, comme les samedis soirs, les gens ont l'habitude de sortir pour s'amuser un peu devant les snacks. Et il y a les gens qui voyagent pour arriver le matin vers 4h, 3h pour aller chez eux. Bon, je me rends à la gare routière aux environs de 3h30. Je gare la moto, je guette aux agences, Menoir Voyage. Subitement, j'arrive à Général, à l'agence Général Voyage. Je gare la moto à l'entrée, je vois il y a des gens assis à l'agence. Un monsieur vient vers moi, il est habillé en veste noire et une serviette blanche. Subitement, je demande au monsieur où il va. Il me dit qu'il va dans son village. Et je connaissais bien son village, en question. Il me dit que je lui laisse dans son village. Il me dit qu'il va payer. Il me demande qu'il paye combien. Il me dit qu'il va payer 2000. Le village était à Marcy, 1,5 km. Bon, il me dit que mon fils, bon, on va, je vais te payer. Mais tu connais où tu vas me déposer? Je dis que oui, papa, je vais te déposer. Je connais bien où tu pars. Le papa en question monte derrière la moto. Je démarre et on prend la route du village. Quand on sort déjà de la ville de Tchang, on arrive déjà dans le premier village voisin. Bon, il n'y a plus trop les habitations, il n'y a plus les maisons. Et pour rencontrer quelqu'un en route, c'est pas facile puisque c'est le village. Et il n'y a pas les motos en route à cette heure-là.
Après 300 mètres, 400 mètres de route, les phares de ma moto s'arrêtent. Bon, comme les phares, il y a toujours le plein phare, il y a les phares normaux, il y a le plein phare. Bon, directement, le phare normal s'arrête. Bon, ça m'étonne. Je dis que bon, ça arrive. Je mets le plein phare, je mets le deuxième côté, le plein phare. Je roule. Bon, j'ai pris l'initiative de prendre un raccourci. C'était dans les arbres. J'ai dit cela au papa. Il m'a dit que ok, c'est même bien, il faut prendre le raccourci là. Là, on va vite arriver. On roule après 600, 700 mètres dans les arbres, dans les eucalyptus. Le deuxième phare s'arrête encore. Mais je dis que, mais c'est à quel point ça? Comment tous mes phares peuvent s'arrêter subitement une nuit comme ça là? J'ai jamais vu. Subitement, je demande au papa de descendre un peu. Je veux regarder de quoi il est question. Peut-être en tapotant un peu le pot de phare de la moto, les phares vont peut-être revenir. Bon, le papa en question descend. Il descend, il marque un peu, il fait un peu 2 pas en arrière. Bon, je descends comme si rien n'était. Je sais que le papa est derrière moi. Je tapote le peu de phare et subitement, mais ça ne réagit pas. Je dis que mais repère, les phares là, ça nous a lâché. Hein. Subitement, je me tourne. Je dis que papa, les phares là nous ont lâché. Mais je ne comprends, personne ne répond derrière moi. Je me tourne, je ne vois personne derrière moi. Il dit que hey, le PC est parti où? Mais subitement, je n'ai même pas réfléchi à 2 secondes. J'ai directement tourné la moto. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour démarrer la moto le soir là. J'ai roulé sans phare jusqu'en ville. La première maison chez qui je connaissais d'avoir garé d'abord la moto derrière. Je suis seulement allé toquer la porte. Que mon frère, ça ne va pas. Ouvre d'abord la porte. J'entrais d'abord avant de t'expliquer ce qui se passe. Dès qu'on m'a ouvert la porte, je suis seulement entré. Je n'ai même pas eu le temps de raconter ce qui s'est passé. Je me suis couché seulement endormi. Je me suis réveillé le lendemain à 12h. 12h le matin. Mon ami chez qui j'ai dormi, je me réveille, il n'est même pas là, qu'il est sorti, il m'a même laissé en train de dormir. Il m'a dit que c'est là qu'après il m'a dit que quand je suis arrivé, j'avais la sueur coulée sur moi comme s'il ne savait pas ce qui se passait. Qui m'a laissé seulement dormir. Subitement maintenant, j'amène la moto au garage. J'arrive au garage. J'explique au mécanicien que gars, hier quelque chose s'est passé, quelque chose m'est arrivé. Je ne comprends pas ma tête. Gars, regarde d'abord mes phares ici là. Mais il allume mes phares, il dit que mes phares qui s'allument bien, non? Il y a quoi? Et que gars, contre les phares là s'allument comment? Il me dit que voilà les phares qui donnent. Moi-même j'allume les phares de ma moto, je vois ça en train d'éclairer. Ça éclaire même en journée que la nuit. Ah, il dit que gars, allume le deuxième côté, il allume tous mes phares sont en train de donner. Je me suis placé debout comme ça là, moi je ne comprenais plus ma tête. Il était bouche bée. Comment on dit souvent qu'on est bouche bée là? Il était bouche bée. Je ne savais même pas comment, je ne savais même pas quoi faire. C'est là maintenant que je rentre à la maison, j'explique à une maman au quartier ce qui s'est passé. Il me dit seulement que j'ai expliqué cela à une grande maman au quartier. Elle qui me dit que mon fils, comme tu vois là, tu es trop chanceux. Tu es trop chanceux parce que ce qui devait peut-être t'arriver, peut-être, on ne sait jamais, peut-être la personne même en question a seulement eu pitié de toi. Il t'a laissé partir. Il est parti comme ça là. Mais en fait, apparemment la personne peut-être c'était quelqu'un qui était peut-être mort, qui est peut-être sorti s'amuser. Et maintenant il fallait qu'il rentre. Il ne savait pas comment rentrer, il était assis. Bon, je suis arrivé avec la moto parce que le type, on m'a dit que le type était habillé comment il était en veste et une serviette blanche. Et ça m'a dit que merde. Donc je suis allé accompagner. Quand il est sorti s'amuser, je suis rentré seulement l'accompagner comme ça, genre. Il m'a même payé où? Il m'a payé comme ma maman. Il m'a même 5 francs, il m'a même pas donné. Pour m'envoyer où? Il était à lui peut-être rentré dans son polo. Comme on dit souvent, il était à lui chez lui, tranquille. Mais que la maman a dit que peut-être le monsieur en question, il a seulement eu pitié de moi. Il m'a rien fait, il n'a rien enlevé sur moi parce que les trucs généralement, quand on voit les trucs comme ça, tu rentres, peut-être tu parles, peut-être tu vas devenir seulement sourd-muet, tu ne vas même plus parler. Peut-être quelque chose doit t'arriver. Mais que jusqu'aujourd'hui, si rien ne m'a encore arrivé, c'est que c'est la chance de Dieu. Peut-être le monsieur en question m'avait peut-être seulement remarqué quelque part et il connaissait peut-être que j'étais l'enfant de tel.